Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt, je peux essayer d'y répondre. Pas de questions, Moi j'en ai une à la salle. Ah ben oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas, comme j'étais pas là ce matin, je ne connais pas tout à fait les gens qui sont dans la salle, mais il y a des scientifiques, des gestionnaires, j'imagine. D'un point de vue des gestionnaires, comment vous percevez ce travail, un travail de modélisation comme ça, qui reste simpliste, mais qui... parce que moi, j'ai eu du mal à trouver dans la littérature ou en discutant avec les gens, entre ceux qui disent oui, ça existe le soutien d'étiage, on en trouve dans la littérature, ceux qui disent ça n'existe pas du tout. J'ai eu du mal à trouver des chiffres pour donner des volumes, des nombres de jours. Donc j'ai essayé, voilà ce qu'on a essayé de faire avec notre équipe, de donner quelques chiffres guides par rapport à cette question. Alors je ne sais pas comment vous percevez ça, si un truc comme ça pourrait vous être utile. Alors désolée, je ne suis pas gestionnaire. Marion Langon, OFB, à la direction régionale. Je suis les aspects, les thématiques gestion quantitative de l'eau et un certain nombre d'études locales portées par des structures gestionnaires. La question qui se pose, c'est est-ce qu'en restaurant les zones humides qui sont présentes sur le bassin versant, on peut redonner de l'eau en période d'étiage grâce à la capacité de vidange en été? Et si oui, combien? Et parce que en fait, parmi les arguments qu'on essaie d'apporter pour préserver la ressource en eau dans les cours d'eau, un des leviers qu'on essaie de porter, c'est de restaurer des zones humides. Donc on a besoin aussi d'avoir des arguments un peu quantifiés, des références bibliographiques pour dire, déjà pour aller diagnostiquer les zones humides et pouvoir dire celles qui ont une capacité de soutien d'étiage et celles qui n'en ont pas, premièrement. Et deuxièmement, de pouvoir dire, si on restaure tant de surface de ces zones humides-là, on pourrait gagner 10 litres seconde au mois d'août, par exemple, en fermeture du petit bassin versant. C'est le genre de questions qu'on se pose et ce genre de travaux pourrait peut-être répondre à ces questions. Alors, je ne peux malheureusement pas répondre à votre question pour l'instant. Par contre, je peux donner des éléments de réponse. Donc, à l'échelle du site, ce qu'on s'est rendu compte donc dans la bibliographie, c'est que certains auteurs annonçaient que le soutien d'étiage n'existait pas. Donc, c'est le cas de Vastio 2008. D'autres, par contre, on a des travaux sur le mont Lozère, nous montraient qu'un soutien d'étiage existait. Moi, alors, ça fait que depuis 2016 qu'on travaille sur ces questions-là. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand même, sur les sites sur lesquels on a choisi de travailler, même en période de sécheresse, on a quand même de l'eau à l'exutoire. Au point, il y a de l'eau même dans des périodes que de mémoire de sécheresse, que de mémoire de gestionnaire, ils n'avaient pas encore vu. Quand je suis arrivé sur Fran, Geneviève Magnon lui a dit on aimerait bien faire de la géophysique et faire un transect ici, ici et ici. Donc là, elle a rigolé. Elle nous a dit alors là, vous ne passerez pas parce que même dans la pire sécheresse, il faut les waders pour passer ou les cuissardes. Et le fait est que en septembre 2019, on est passé en basket dans ces sites-là. Alors malgré tout, malgré ces situations de sécheresse intense, il y avait encore de l'eau qui sortait à l'exutoire. La difficulté qu'on a pour l'instant, c'est de déterminer d'où vient cette eau. L'impression qu'on a, c'est qu'on a un signal de fond d'eau qui est stocké dans la tourbière, qui se vide plus ou moins lentement, et que, notamment dans le cas de Fran, on a un signal plus régional, on va dire, avec des eaux qui ont circulé plus longtemps dans l'eau souterraine, qui prend le relais. La conductivité électrique de l'eau à l'exutoire a tendance à augmenter au fur et à mesure de l'étiage. Donc ce qui laisse à penser que c'est un mélange d'eau en fait qui assure le soutien d'étiage. Donc voilà, une question qui est difficile à trancher. Alors là, pour essayer de déterminer d'où vient l'eau, on essaye de travailler avec des traceurs isotopiques et géochimiques. Pour essayer de déterminer. Alors, avec les isotopes, on peut essayer de déterminer à quelle altitude l'eau qu'on trouve à un endroit donné est tombée sous forme de pluie.
Donc si on a un décalage, si on se rend compte que l'eau qu'on analyse dans la tourbière a un signal d'eau de pluie d'altitude, on se dira c'est pas de l'eau de pluie qui a été stockée dans la tourbière tout de suite, elle a dévalé un versant ou elle a percolé à travers des formations perméables de versant avant d'arriver dans la tourbière. Donc ça va être un des grands enjeux de la fin du projet, donc fin 2020-2021, d'essayer, avec ce qu'on a pu faire en géochimie, de faire la part des choses, pour pouvoir aussi en retour affiner nos modèles de quantification. Donc ça c'est pour une réponse à l'échelle du site, comme quoi nous on n'est pas encore prêts au moins de notre côté. À l'échelle du bassin versant c'est pareil, donc ce que je vous ai montré là, ici, voilà, pour l'instant on a à peine une année de données là-dessus. Nos collègues de l'ONF ont instrumenté tout ça. Et ce qu'on essaye de voir, donc les bassins en rouge sont des bassins versants avec très peu de zones humides. Les bassins en bleu sont des bassins avec plus de zones humides. Donc ce qu'on essaye de voir, c'est si à l'exutoire de ces bassins, on a une différence de réponse, et notamment s'il y a un déphasage du signal de pluie entre le moment où il tombe et puis le moment où il ressort à l'exutoire. La première année de travail n'est pas très probante, simplement parce que contrairement à tout le monde, dans l'Aude, ils ont eu la bonne idée cette année d'avoir une année plutôt humide. Donc on n'observe pas vraiment un signal d'étiage. Donc affaire à suivre, c'est nos collègues des mines d'Alès qui traitent les données hydrologiques, qui font les analyses statistiques et qui vont nous dire si... avec les analyses qu'ils font, on arrive à avoir une différence de réponse entre les bassins. Alors en parallèle, on conduit un travail à partir d'indicateurs où on essaye de déterminer si, à l'aide de proxy, comme par exemple la pente, le nombre de zones humides, on ne pourrait pas déterminer un potentiel de soutien d'étiage pour un bassin versant. Alors le problème, c'est que on pourra arriver à mouliner des tas de choses. Par contre, il faut qu'on puisse le valider par rapport à une observation qu'il y existe réellement une différence entre des bassins versants contenant beaucoup de zones humides et des bassins versants en contenant peu, et que ces différences ne soient pas liées à des propriétés des bassins versants qui existent par ailleurs. Alors pour l'instant, la difficulté qu'on a au niveau du traitement, c'est un peu des histoires qui a fait l'œuf, des histoires d'œuf et de poule, c'est-à-dire est-ce qu'on a beaucoup de zones humides parce que la configuration du bassin versant permet leur implantation et que du coup elles peuvent retenir de l'eau et avoir un meilleur rôle de soutien d'étiage, ou est-ce que réellement, peu importe, toutes choses égales par ailleurs, même si les bassins versants sont à peu près pareils, les zones humides ont réellement un rôle. Donc voilà un des problèmes, un des nœuds, des verrous scientifiques pour l'instant dans lequel on se trouve. Une réponse un peu longue, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Si j'avais eu des réponses toutes prêtes, j'aurais été plus court. Frédéric, je vais compléter ta réponse. En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de paramètres qui jouent. Le premier, c'est l'hydrogéologie. Ce n'est pas la même chose dans le granit, dans le calcaire, dans le volcanique. Dans le granit, on connaît assez bien. On a un modèle hydrogéologique du BRGM qui aujourd'hui est bien calé. Et on connaît la relation entre hydrogéologie, aquifère granitique et puis zone humide. Quand on est dans le calcaire, vous savez, c'est très différent, le karst. Et quand on est dans le volcanique, eh bien, même les dernières études du BRGM montrent que c'est d'une complexité effroyable, parce que le monde volcanique, c'est des explosions, hein, donc tout est fissuré, l'eau passe de partout, même avec des traçages au strontium, lithium, le BRGM... Il y a des sites en Haute-Loire notamment où il y a des gros travaux qui ont été faits du BRGM. C'est vraiment compliqué de savoir par où passe l'eau. Donc c'est très difficile. Deuxième paramètre, c'est le type de zone humide. Derrière le mot zone humide, il y a une grande diversité de zones humides, notamment si on regarde les sols, hein, parce que c'est le critère pédologique qui va permettre de déterminer quel type de zone humide on a à faire. Si c'est une tourbière, un histosol stricto sensu, par définition, il y a un histosol quand il y a une saturation permanente en eau. Comment voulez-vous qu'une tourbière soit saturée en eau en permanence, résiste à 5 mois de sécheresse et en même temps alimente un cours d'eau? C'est pas possible. Si au contraire, et c'est le cas de l'Huitel et de Fran, vous avez des tourbières qui ont été en partie affectées par du drainage, l'Huitel a été beaucoup malmenée, hein, paradoxalement, on pourrait dire, ces tourbières-là, elles ont une plus grande capacité, effectivement, de vidange et de relargage. Alors, c'est-à-dire que si on restaure l'Huitel, à mon avis, on va perdre la capacité de soutien d'étiage. Si ce sont des marais, hein, marais ou marécage, c'est synonyme,
Là, on a des réductisols, on a des sols qui ne sont pas saturés en permanence et qui, effectivement, ont une capacité de stockage. Puis ensuite, ils ne gardent pas cette eau. Ils ont une capacité de relargage. Puis un troisième paramètre qui joue, c'est que la zone humide, et notamment la tourbière, je l'ai déjà dit un peu indirectement, elle a pu, dans un pays comme la France, où il y a de l'agriculture depuis 7 ou 8 000 ans, il est clair que ces tourbières, elles ont été plus ou moins pâturées, drainées, il y a eu des incendies. Enfin, le fonctionnement hydrologique, hydropédologique a été en grande partie perturbé. Et que du coup, effectivement, ça ne fonctionne pas comme une tourbière théorique ou un marécage théorique. Donc il faut tenir compte de tout ça, et c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué. Et dans le LOD, là, on en a parlé donc avec la Mélanie, qui fait l'étude. Ce qu'il va falloir que l'on fasse là, c'est qu'on aille sur le terrain et qu'on caractérise les sols, donc les différents types de zones humides. Qu'est-ce qui est tourbière? Je doute qu'il y ait beaucoup d'histosol dans cette région, mais qu'est-ce qui est tourbière? Qu'est-ce qui est histosol? Qu'est-ce qui est réductisol? Parce que la capacité de stockage en eau n'est pas la même, et la capacité de vidange n'est pas la même. Alors on ne pourra pas pouvoir faire ça, on verra à quelle échelle on le fait, parce que bon, c'est un gros travail de terrain, mais si on veut être un peu plus précis, il faudra essayer de le faire. Voilà, mais c'est compliqué, donc c'est pour ça que la littérature montre des cas de figure assez différents entre, c'est la synthèse qui a déjà été citée ce matin d'Arnaud Duranel, qui a fait une belle synthèse biblio au niveau international. Oui, mais quand on regarde toutes les études, les contextes sont tellement différents que c'est pas anormal qu'on ait des situations différentes. Donc là, on n'aura jamais une réponse unique pour une réponse générale, quoi. Mais encore une fois, il y a peu d'études. Excuse-moi Hervé, je vais te couper. On a un intervenant qui doit nous faire intervenir à distance. Et... Merci Frédéric.